Le pont des corbeaux. Épilogue. Lucie, 1958. Que le temps a passé vite depuis notre mariage en 1945 et la naissance de Fabian. Notre deuxième enfant, Pauline, est née elle aussi en Suisse en 1948. En revanche, Maximilian et Lucas sont nés en Allemagne, respectivement en 1952 et 1955. Eh oui, finalement, nous avons déménagé en 1951 pour la Bavière, pour la plus grande joie de Madeleine, qui peut voir ses petits-enfants chaque fin de semaine ou presque, car en voiture, Rottach n'est qu'à une 60aine de kilomètres du quartier de Bogenhausen à Munich où nous résidons. Je savais qu'un jour, Hugo voudrait retourner dans son pays, et je n'y voyais aucun inconvénient. Aussi, je lui avais demandé de m'apprendre sa langue, dont je ne connaissais que quelques bribes, et quand l'occasion s'était présentée, je l'avais poussé à accepter de revenir chez lui, dans le land de Bavière qu'il avait vu naître, dans cette jeune démocratie qu'est la République fédérale d'Allemagne. Il avait hésité, ne voulant pas trop m'éloigner de ma famille. Mais ma famille, c'est avant tout lui et nos enfants. Nous revenons régulièrement en France dans notre chalet de Chamonix, afin que mes parents voient nos enfants. C'est Zian qui s'occupe du chalet quand nous ne sommes pas là. Il est régulièrement occupé par des touristes qui le louent pour une semaine ou plus. Pendant 5 ans, Hugo avait œuvré pour un CICR quasiment ruiné à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et qui avait eu beaucoup de difficultés à récolter des fonds durant les années suivantes. Le comité s'était pourtant efforcé de déployer ses activités dans les principaux conflits qui avaient suivi. Des conflits qui avaient pris des formes nouvelles, avec des combattants pour la liberté, des mouvements de guérilla et de nouveaux régimes dictatoriaux. La guerre qui s'était terminée en 1945 et les autres conflits nés peu après avaient démontré qu'il était nécessaire d'établir de nouvelles règles juridiques en matière de protection. La plus grande partie du travail d'Hugo avait été de participer à la rédaction d'une version révisée des conventions de Genève, renforcée en 1949. Cette 4e convention de Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, était entrée en vigueur en octobre 1950, alors que les 3 premières conventions réglaient le sort des combattants. Entre-temps, Hugo avait repris contact avec Joseph Müller, qui souhaitait le voir intégrer son cabinet d'avocat. Depuis la fin de la guerre, Horst Sepp avait participé à la fondation de la CSU, dont il avait été le premier président de 1946 à 1949. Il occupait le poste de ministre de la Justice du Land de Bavière depuis 1947, lorsque nous avions emménagé à Munich, et il y était resté jusqu'en 1952. Hugo avait accepté le poste dans le cabinet de Müller lorsqu'il avait eu des doutes sur l'aide que le CICR avait apportée à plusieurs dizaines de milliers de nazis, afin d'échapper aux Alliés, notamment Adolf Eichmann et Josef Mengele. J'avoue que j'avais été aussi horrifiée que lui. Face au rôle ambigu du comité, mon mari avait préféré rejoindre Müller, qui menait des poursuites contre les criminels de guerre nazis qui n'avaient pas été condamnés à Nuremberg. Nous avions suivi tous les deux le procès, et j'en avais eu des échos personnellement par Germaine, mon ancienne camarade de déportation, qui y avait assisté comme témoin. Nous avions gardé le contact, et comme elle, j'avais témoigné lors du premier procès de Ravensbrück qui s'était tenu à Hambourg, du 5 décembre 1946 au 3 février 1947. Ce procès avait eu lieu devant un tribunal militaire dont 3 des 5 juges étaient des officiers britanniques, assistés par un avocat, et il accusait 16 membres du personnel et fonctionnaires du camp de concentration de Ravensbrück, dont les docteurs Treite et Winkelmann, la Schwester Vera et l'Oberaufseherin Dorothea Binz. Les condamnations à mort avaient été exécutées les 2 et 3 mai 1947 à la prison de Hamelin, à part Vera Salvequart, pendue le 26 juin. Mais à ce premier procès manquaient Suren et Pflaum, qui s'étaient échappés. Toutefois, ces deux-là, ainsi qu'un 3e que je n'avais pas connu, Friedrich Opitz, avaient été arrêtés en Bavière, où ils s'étaient cachés par des soldats américains et extradés vers la zone d'occupation française, où ils avaient été condamnés à mort le 12 juin 1950. J'avais, là aussi, témoigné devant le tribunal supérieur de Rastatt en novembre 1949
en compagnie de Germaine et de Marie-Claude, ainsi que de Jacqueline Lelon, la femme du général, et de Geneviève de Gaulle. J'avais moins connu cette dernière, car en octobre 1944, elle avait été placée en isolement au bunker du camp, décision prise par Himmler afin de la garder en vie et de l'utiliser comme monnaie d'échange, à l'époque où son oncle Charles de Gaulle gouvernait la France libérée. Je n'avais pas assisté aux 6 autres procès qui avaient eu lieu en novembre 1947, puis d'avril à juillet 1948, dont le 3e procès, appelé le procès d'Uckermark, où avait travaillé Dora Rivière. Quant à Heidi, elle m'avait envoyé un exemplaire d'un témoignage qu'elle avait écrit en 1946 et qu'elle avait intitulé « Médecine et crimes contre l'humanité ». Je l'avais poussée à le publier, mais à ma connaissance, elle ne l'a pas encore fait. Pendant toute cette période, Hugo m'avait soutenu et m'avait révélé qu'il n'avait pas renoncé à retrouver mes tortionnaires d'Annecy. Et cette volonté avait d'ailleurs été une des raisons qu'il avait invoquées lorsqu'il avait accepté d'intégrer le cabinet de Joseph, qui était devenu également un agent de la CIA sous le nom de code Robot. Toutefois, mon mari n'avait pas voulu le suivre sur ce chemin. Hugo voulait défendre ce pourquoi il croyait avant tout, la justice, la lutte contre les crimes. Son autre cheval de bataille était la construction européenne, et là, il rejoignait son mentor Joseph. La guerre froide, qui s'était développée peu de temps après la guerre, avait imposé aux pays européens de s'unir, du moins de s'entendre, pour ne pas devenir de simples pions dans la rivalité idéologique entre les États-Unis et l'URSS. Mais pour Hugo, le déclic avait été le discours donné à Zurich en 1946 par Winston Churchill, qui appelait à la création des États-Unis d'Europe. Mais pour qu'il y ait du concret, c'est-à-dire de réelles mesures pour transformer le rêve en réalité, il avait fallu attendre 1948 et le congrès de La Haye pour que les délégués de 18 pays européens votent des résolutions culturelles, économiques ou encore politiques. Ce fut à ce moment qu'avait été établi l'abaissement des droits de douane, la mobilité de la main-d'œuvre et le rapprochement avec l'Allemagne. En avril 1948 avait aussi été créée l'Organisation européenne de coopération économique pour gérer l'argent reçu dans le cadre du plan Marshall. Les choses avaient ensuite avancé vite. En mai 1949, le Conseil de l'Europe avait vu le jour, réuni autour de 10 pays, dont les Pays-Bas, la France ou encore l'Italie. Le Conseil avait rédigé l'année suivante la Convention européenne des droits de l'homme, qui était entrée en vigueur le 3 septembre 1953. L'année 1950 avait marqué un tournant majeur dans la construction européenne, largement permis par le travail de 2 Français, Jean Monnet, commissaire général au plan, et Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères. Ces 2 hommes avaient décidé de focaliser leurs efforts sur la relation franco-allemande. Et c'était à partir de ce moment que mon Hugo avait plongé la tête la première dans ce projet avec Joseph. Le plan présenté par Schuman en mai 1950 prévoyait de placer la production de charbon et d'acier des 2 pays sous une haute autorité commune. Cela signifiait certes pouvoir avoir un droit de regard sur la production de charbon et d'acier allemande, 2 éléments essentiels dans l'industrie de l'armement, mais surtout, c'était aussi l'opportunité de renforcer la coopération franco-allemande et de créer une solidarité de fait. Le 18 avril 1951, le traité de Paris avait officialisé la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique. La construction européenne commençait véritablement. En revanche, le projet de Jean Monnet d'unifier les pays européens sur le plan de la défense et le projet de communauté européenne de défense de Roger Pleven, dans le but de former une armée européenne, étaient tombés à l'eau, à une voix près à l'Assemblée nationale, suite à l'opposition des gaullistes et des communistes en France. Cela n'avait pas empêché l'Allemagne de se réarmer via l'OTAN. Selon Hugo, l'Europe n'était pas assez mûre pour élargir ses champs de coopération. Aussi, les dirigeants européens avaient tout misé sur le pilier économique. L'année dernière, les traités de Rome avaient été signés par les 6 pays fondateurs, créant l'Euratom afin d'intégrer l'énergie nucléaire au même titre que le charbon et l'acier, puis la Communauté économique européenne, instaurant des politiques économiques communes et une union douanière. De plus, les traités de Rome avaient fondé la Commission européenne,
institution phare de l'Europe. Cependant, avec la crise qui sévissait en France depuis mai, un référendum avait été proposé par le gouvernement dirigé par Charles de Gaulle pour demander aux Français de ratifier le projet de constitution qu'il proposait. Personne ne savait trop ce qui allait se passer et quelles seraient les conséquences pour la toute jeune communauté économique européenne. Hugo espérait beaucoup du chancelier Adenauer, dont la priorité constante depuis le début de son mandat était la concrétisation dans les faits de l'amitié avec la France et une rupture définitive de l'Allemagne avec son Sonderweg. Le chancelier avait en effet accepté avec enthousiasme la proposition de Schuman et Monet concernant la CECA. À l'époque, les dessins de presse allemands avaient caricaturé Schuman et Adenauer en couple, libre ou marié, dans la corbeille duquel le dirigeant allemand apportait en dot le charbon sur lequel il se bécotait. Ces dessins m'avaient bien fait rire. De même, Adenauer avait validé la conception française du traité de Rome, alors même que les Allemands et les Français semblaient jusqu'alors à la traîne dans les négociations. En France comme en Allemagne, il y avait une certaine réticence vis-à-vis de la construction européenne. C'était notamment le cas du puissant ministre de l'économie allemand, Ludwig Erhard, qui était assez sensible au contre-projet britannique de zone libre-échange et méfiant vis-à-vis d'une CEE bâtie sur le modèle de la CECA qu'il trouvait déjà fort compliquée. Nous avions des discussions sans fin à ce sujet avec Hugo. Je ne me lassais pas de l'écouter quand il m'expliquait que le droit était l'instrument privilégié de la coopération entre les États, une conception qui favorisait les échanges entre les systèmes juridiques. De mon côté, je n'avais pas repris de poste d'infirmière en Suisse. En revanche, j'avais repris des études, une fois que Hugo avait obtenu son doctorat. L'amour de mon mari et la construction de ma famille m'avaient permis de me reconstruire après les épreuves de la déportation. Mais j'avais envie de témoigner des horreurs vécues. Cela avait été le cas avec les procès auxquels j'avais assisté. Toutefois, quelque chose m'avait choqué. Si les paroles se libéraient déjà pour construire une mémoire des camps, l'image du déporté mise en avant dans les médias et les discours politiques était celle du déporté résistant, d'un homme dans la force de l'âge. Cette image ne correspondait pas à ce que j'avais vécu avec mes camarades à Ravensbrück, et surtout ne collait pas avec le génocide des Juifs, qui avait aussi concerné des femmes, des enfants, des personnes âgées. Cette différence n'était pas apparue non plus après. L'extermination concernait selon eux tous les déportés. Par exemple, sur 80 000 déportés français non juifs, la moitié étaient revenus, alors que sur les 76 000 juifs déportés, seuls 4 000 étaient revenus. Mais cela était passé sous silence. Tous les déportés avaient soi-disant connu le même sort. Ils étaient voués à l'extermination, quel que soit le moyen, la famine, la mort par balle, etc. Tous les camps étaient des camps de la mort. La déportation des Juifs était invisible dans l'espace public et médiatique. Et si certains étaient rentrés en famille et avaient été tout de suite aidés, d'autres étaient seuls. Dans la plupart des cas, l'essentiel des familles avait été exterminé ou n'était plus là. Les appartements avaient été spoliés et réquisitionnés. La découverte du sort des Juifs d'Europe était tout simplement inimaginable. En France, le terme d'absent qui unifiait tout le monde était un énorme enjeu politique pour le gouvernement provisoire. La société française était extrêmement divisée et il fallait la reconstruire. Il était donc plus facile d'oublier ce qui s'était passé, de ne regarder que vers l'avenir. Cependant, les autorités publiques n'ignoraient pas le sort des Juifs, comme l'avait montré l'exposition Crimes hitlériens, ne masquant pas le sort des Juifs, puisqu'une salle était réservée à la persécution raciale, et une à Drancy, avec tous les convois partis de ce camp. Mais les faits étaient là. Depuis la fin de la guerre, les déportés et les prisonniers de guerre tentaient de retrouver une vie normale. Après le retour, ces hommes et ces femmes n'avaient pas eu le temps de digérer le choc. Les priorités matérielles et sanitaires s'étaient imposées pour retrouver une place dans la société. Les rescapés des camps parlaient souvent de renaissance après Auschwitz ou d'autres lieux, d'un retour à la vie. Mais tous les rescapés de la Shoah avaient des problèmes psychologiques, des difficultés à se réinsérer dans un monde qu'ils ne reconnaissaient plus. Ces hommes et ces femmes devaient faire le deuil de leur vie d'avant et se sentaient en décalage. J'avais perçu en Suède
et pendant mon bref passage au Lutetia, combien la prise en charge des déportés s'était avérée complexe. Mais l'accent était mis sur l'aspect physique, renutrition, soins aux patients atteints de tuberculose, de typhus et autres pathologies. Mais l'aspect psychologique était peu évoqué. Beaucoup de déportés, les Juifs en particulier, se sentaient coupables d'avoir survécu quand tant d'autres étaient morts. Les autres déportés n'étaient pas exclus de ce syndrome de culpabilité, accentué par certaines réflexions que j'avais moi-même entendues dans le métro parisien à l'époque, de la part de personnes qui niaient la réalité des camps. J'avais entendu, par exemple, une femme en dire à une autre que si ces camps étaient si durs, aucun n'aurait dû en revenir. J'avais alors ressenti cela comme une gifle. Aussi, beaucoup de déportés préféraient ne pas parler de ce qu'ils avaient vécu, comme s'ils en avaient honte. Or, comment guérir si on ne peut pas verbaliser ? C'était ainsi que j'avais décidé de faire des études de psychologie avec le soutien indéfectible de mon adorable époux. Lui voulait que les coupables encore en vie et ayant échappé jusque-là à la justice soient arrêtés et poursuivis. Et moi, je voulais accompagner les survivants. Nous étions toujours aussi complémentaires, autant qu'amoureux. En arrivant en Bavière, les populations à prendre en charge étaient différentes. La population juive avait été décimée. Sur les 200 000 juifs qui n'avaient pas encore quitté l'Allemagne en 1943, il ne restait plus officiellement que 15 000. Durant l'été 1940, les Juifs d'Alsace, de Moselle et du Luxembourg avaient été expulsés, tout comme les 7 500 de la République de Bade et du Palatinat, vers la France. Et en septembre 1940, Hitler avait décidé de déporter à l'Est ceux qui restaient des Juifs d'Allemagne, déportation qui avait réellement commencé en septembre 1941. De 3 à 4 000 Juifs, principalement des bourgeois plutôt âgés, s'étaient alors suicidés, pendant que près de 10 000 de leurs coreligionnaires entraient dans la clandestinité. Près de 50 000 Juifs avaient été déportés dans les ghettos de Lodz, Varsovie, Minsk, Kaunas et Riga. 64 000 Mischling du premier degré, c'est-à-dire avec 2 grands-parents juifs, assimilés à des juifs complets, avaient subi le même sort. Ces déportés vers l'Est avaient atterri dans les camps de la mort, quand les ghettos avaient été rasés, quand ils n'avaient pas été assassinés par balle à vent ou tout autre moyen jugé efficace par les nazis. Lorsque j'avais pris mes fonctions, j'avais suivi quelques survivants ou des membres de la communauté qui avaient vécu cachés tout au long de la guerre. Il y avait aussi de nombreux juifs polonais qui s'étaient heurtés à l'antisémitisme important en Pologne et qui avaient repris leur route vers l'ouest, avec pour objectif initial de gagner la Palestine sous contrôle britannique ou les États-Unis. Mais peu avaient obtenu un visa pour ces 2 destinations et s'étaient entassés dans la zone d'occupation américaine, dont la Bavière. Ils s'étaient retrouvés le plus souvent dans des camps de personnes déplacées, pris en charge par des grandes organisations juives américaines. Certains de ces réfugiés avaient fini par quitter les camps pour habiter en ville. Et depuis juillet 1950, avait été fondé le Conseil central des Juifs en Allemagne, la nouvelle organisation dirigeante de la communauté juive, pour rassembler les communautés dispersées et reconstruire la vie juive dans un pays où la persécution avait été omniprésente. Ces gens constituaient une partie de la clientèle du cabinet de psychologie où j'exerçais, et parmi eux, il y avait beaucoup d'enfants devenus orphelins. En ce qui concernait les adultes, ayant moi-même été déporté, je comprenais ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils pouvaient ressentir. Ce passé m'avait permis de gagner leur confiance, ce qui avait facilité leur verbalisation, le partage d'expériences dans les groupes de parole thérapeutiques que j'animais. Cette prise en charge psychologique était cruciale pour surmonter les traumatismes et les difficultés de réinsertion, et contribuait aussi à la mémoire et à la résilience. Elle l'était d'autant plus que beaucoup souffraient de stress post-traumatique et d'autres troubles émotionnels, de dépression, qui menaient nombre de survivants au suicide, car incapables de surmonter la douleur de la perte des leurs, les violences subies, le déracinement, la perte de leur cadre culturel, mais aussi l'incrédulité ou pire, le soupçon de la part de la population en général, qui ne peut ou ne veut comprendre ce qu'ils ont vécu. Cette prise en charge psychologique était également un élément clé dans le processus de réinsertion des déplacés de guerre, comme tous les Allemands chassés des anciens territoires occupés, comme les Sudètes, ou ceux qui avaient fui la partie orientale du pays, occupée par les Soviétiques. Ces gens pouvaient souffrir de névroses traumatiques et de troubles mentaux liés à leur retour.
Bref, j'avais de quoi m'occuper. Toutefois, j'avais dû lever un peu le pied à l'arrivée de notre 3e enfant, puis du 4e. Je travaille désormais à temps partiel et j'ai l'avantage de bénéficier de l'aide d'une jeune femme que nous employons pour les tâches ménagères. En ce mois de juin 1958, nous sommes confortablement installés dans le jardin de la grande maison des Steinert à Rottach, où vit toujours Madeleine, encore bien alerte pour ses 68 ans. Les enfants jouent avec ceux de Gustave, qui ont le même âge que nos 2 derniers, car bien sûr Gustave avait rejoint sa Bavière natale lorsqu'il avait été libéré en septembre 1946 du camp de Nowel. Dès qu'il avait pu, il était venu nous voir à Genève. C'était chez nous qu'il avait fait la connaissance de Suzanne, qui suivait alors sa formation d'infirmière à l'école du Bon Secours de Genève. Entre la future infirmière et le médecin, le courant était passé immédiatement, et ils s'étaient mariés en 1948. Décidément, cela devenait une tradition pour les filles de la famille Larose d'épouser un Allemand. La cousine d'Hugo est donc devenue une amie proche, que je vois plus souvent que Mathilde, qui reste ma meilleure amie, mais que je ne peux pas voir chaque semaine. Hugo et moi avons décidé de partir en randonnée tous les 2 jusqu'au lendemain, laissant les enfants à la garde de Madeleine, qui ne sera pas seule, puisque Gustave et Suzanne, enceintes de 6 mois, restent avec elle. Nous devons partir après le repas de midi, pour passer un peu de temps avec nos enfants. J'ai vu Hugo discuter quelques minutes auparavant avec Gustave, le seul debout avec nous à cette heure matinale. J'ignore ce qu'ils se sont dit tous les 2. Lorsque le médecin nous voit prendre le large, il ne manque pas de se moquer de nous. « Bonne promenade les amoureux. Et pas de folie. Je vous rappelle que vous avez déjà 4 enfants. » Hugo lui fait un pied de nez, mais la connivence entre eux est évidente. Gustave ne peut s'empêcher de se moquer de son meilleur ami, dont il connaît les sentiments profonds envers moi, et qui ne fléchissent pas avec les années, bien au contraire. Notre entente n'est un secret pour personne. Tant Hugo multiplie les démonstrations affectueuses à mon égard, telles que baisers et mots doux, même en public, ce qui, soit dit en passant, est parfois jugé choquant dans mon pays comme dans le sien. Mais il se moque des regards réprobateurs, et moi aussi. Nous empruntons la Max-Joseph-Strasse et longeons le ruisseau Alpbach avant de franchir un peu plus loin un autre ruisseau, le Kohlaufgraben. Nous marchons sur le chemin forestier sur environ 1 kilomètre avant de trouver une vue dégagée sur la croix du Kreuzberg. Nous ne sommes plus très loin du Kreuzberg-Alm, à mi-chemin entre le Tegernsee et le Schliersee, notre destination. Nous redescendons de l'autre côté jusqu'au Breitenbach et le Schwanbachalm. Nous faisons halte dans cette auberge pour l'Abendbrot. Nous avons également prévu d'y passer la nuit en amoureux. Après le repas, nous sommes installés sur un banc à l'extérieur, blottis l'un contre l'autre. « Mon cœur, dit soudain Hugo, j'ai quelque chose à te dire. Ça concerne ce qui t'était arrivé en 1944. Tu sais que je n'ai jamais abandonné. » Je hoche la tête. Oui, je le sais. Il n'a jamais perdu de vue la recherche de ceux qui m'avaient violée. Nous avions découvert que Schönheiter avait trouvé la mort pendant la bataille des Ardennes. Kempfert avait été arrêté en 1946 par les Britanniques et condamné à une peine de prison. Il était mort en 1953. Nous avons la preuve que Caspar Müller a réussi à fuir aux États-Unis. Mais pour l'instant, nos recherches là-bas sont restées vaines. Il y a tellement de Müller que ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Il paraît si affecté par ce qu'il vient de m'annoncer que je me tourne aussitôt vers lui pour lui faire face. J'ancre mon regard dans le sien. Il semble au bord des larmes. J'aurais tellement aimé te dire que nous avions mis la main dessus. Mais ce n'est pas le cas, et plus le temps passe, plus ça va devenir compliqué. Je prends son visage entre mes mains, effleurant sa mâchoire de mes 2 pouces. Mon amour, tu as tant fait pour moi déjà. Je sais que c'est important pour toi. Mais moi, ce qui m'importe, c'est d'être avec toi. Ce qui s'est passé il y a 14 ans dans cette cave à Annecy, je l'ai enfermé dans un tiroir de mon cerveau, bien fermé à clé. Et ce tiroir, je ne l'ouvre jamais. Je sais ce qu'il y a dedans. Ça fait partie de ma vie, comme Ravensbrück. Je peux parler de l'un et de l'autre aujourd'hui, sans grande souffrance. Ce que je veux désormais, et ce depuis près de 10 ans, c'est vivre le présent avec toi et nos enfants, chaque jour.
Je pose mon front sur le sien, avant de l'entraîner vers la petite tente où nous allons passer la nuit, cette même tente qu'il avait utilisée en 1945 pour arriver en Suisse. Sous cet abri précaire, je me blottis dans ses bras, qui se referment étroitement sur moi. Sternchen, je t'aime. Tu es tout pour moi, tu le sais. Toi et nos enfants êtes ce qui compte le plus dans ma vie. J'éprouve toujours les mêmes frissons quand je te tiens dans mes bras. Toi aussi, mon amour, tu es toute ma vie. Je ne pourrais pas vivre loin de toi. J'ai besoin de sentir la chaleur de ton corps, de ta peau sur la mienne. Ce que je ressens dès que tu me touches est indescriptible. Hugo m'attire plus près, ses yeux brillants d'émotion. Il n'y a que nous, notre amour, et la vie que nous avons construite. Les mots que nous prononçons l'un et l'autre viennent du cœur. Quoi qu'il arrive, il me choisira toujours. Et lui, il est ma maison. Notre baiser est profond, lent, plein d'un amour si immense qu'il semble impossible à contenir. Hugo presse son front contre le mien, comme je l'ai fait sur le banc devant l'auberge. Et alors que le soleil se couche derrière la montagne, embrasant le ciel de nuances de rose et d'orange, nos deux âmes ne font plus qu'une, grâce à cet amour que nous avons trouvé 14 ans auparavant. Un amour vrai, éternel. Nous nous redécouvrons comme à chaque fois. Nous explorons l'un l'autre, nous effleurons des doigts, des lèvres. Nos deux corps s'unissent enfin. Je suis toujours aussi assoiffée de lui comme il est de moi. Il y a 14 ans, nous avions choisi de nous aimer malgré la guerre, malgré tout ce qui nous opposait, et nous n'avons jamais cessé depuis. Et nous ne cessons jamais.